Du coup, effectivement, je vais vous parler d'entomologie, on va dire d'invertébrés, de faune plus généralement. Donc on va prendre un petit peu de recul sur les mycorhizes, sur les microbes du sol, repasser à des choses un peu plus visibles, on va dire, à l'œil nu. Alors quand on a lancé cette étude sur les toitures végétalisées, donc on a trouvé assez indispensable de s'intéresser à la faune que pouvaient accueillir les toitures, parce qu'on savait forcément qu'il y avait une flore, mais est-ce que cette flore pouvait être aussi le substrat entre guillemets d'une faune qui puisse se développer, se pérenniser sur les toitures? On aurait pu s'intéresser à certains types de faune, aux vertébrés, avec certains oiseaux qu'on a rencontrés sur les toitures, voire certains reptiles parfois, mais ça semblait assez limité pour avoir une image assez représentative de ce que sont les toitures et à quel point les types de conception peuvent impacter cette faune et la modifier. Donc pour avoir une image un peu plus précise, on s'est intéressé aux invertébrés, qui ont cette particularité d'avoir une gamme d'écologie en fait, qui est très vaste, avec des espèces qui sont extrêmement généralistes, qui peuvent s'adapter à tout type de milieu, qu'on va même pouvoir retrouver dans une simple fissure en milieu urbain. Et alors qu'à l'autre côté du spectre, il y a des espèces qui sont extrêmement spécialisées et qui vont donc nous renseigner sur les caractéristiques du milieu. Pour avoir une image assez représentative de cette faune en invertébrés sur les toitures, on a cherché à avoir un inventaire exhaustif donc des différents invertébrés. Et pour ça, on a utilisé donc deux protocoles complémentaires. Le premier qui s'intéresse aux invertébrés terrestres, donc en gros qui consiste à, pendant 10 minutes, inventorier sous forme de transect, donc un chemin linéaire sur les toitures, les invertébrés à l'aide d'un aspirateur à insectes. En fait, on va aspirer tout simplement ce qu'on rencontre sur le sol de la toiture, plus pendant 1 minute un filet fauchoir qui nous permet d'avoir une approche un peu plus exhaustive en balayant la végétation donc avec un filet pour récolter les invertébrés. Et en plus, on a utilisé un programme de sciences participatives, le SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Donc c'est un programme qui a été lancé par le Muséum Viginature et qui cherche à définir les interactions entre les plantes et les pollinisateurs à l'échelle de la France. Donc en gros, l'idée c'est qu'on se met devant une fleur ou un massif de fleurs de la même espèce et pendant 20 minutes, on va prendre en photo toutes les interactions qu'il va y avoir entre ces fleurs et les insectes pollinisateurs. L'intérêt de ce protocole, c'est que c'est une science participative. Donc en fait, on a une énorme base de données à l'échelle nationale qui est disponible et qu'on va pouvoir comparer avec ce qu'on a sur les toitures végétalisées. Pour commencer, un peu de diversité sur les invertébrés, et plus particulièrement sur les invertébrés terrestres. On a 611 espèces d'invertébrés qui ont été retrouvées sur les toitures. Donc en gros, c'est beaucoup. Mais au-delà du nombre d'espèces, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder aussi la diversité des ordres qu'on retrouve. Donc les ordres, les punaises, les hyménoptères, les coloptères, etc., qui vont nous renseigner sur la composition des communautés et les interactions qu'il va pouvoir y avoir entre elles. Parce que certains ordres vont être particulièrement phytophages, d'autres ordres vont être des prédateurs, d'autres ordres vont être des décomposeurs. Et du coup, retrouver une diversité comme celle-ci sur les toitures, ça nous indique que ces communautés elles sont en interaction et que le milieu en fait, est suffisant pour avoir donc, des relations trophiques entre les espèces, donc avec, comme je disais, donc, des prédateurs qui vont consommer des phytophages et des pollinisateurs et des décomposeurs qui vont être là pour finir ce cycle de la matière organique et donc avoir un milieu qui est viable dans le temps et qui est pérenne du point de vue de ces espèces. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, les taxons qui ont été retrouvés et les interactions qu'ils peuvent y avoir, il y a aussi des interactions un peu plus complexes qui nous donnent d'autres informations sur ce qui se passe sur les toitures, avec par exemple les parasitoïdes. Donc les parasitoïdes, en gros, sont donc des parasites mais qui ont la particularité de tuer leurs hôtes au cœur de leur développement. Et en retrouver sur les toitures, ça nous renseigne indirectement sur la diversité en espèces des toits. Car ces parasitoïdes, ils ont la particularité d'avoir des hôtes qui peuvent être soit extrêmement spécifiques, donc une espèce de parasitoïde pour une espèce d'invertébrés, soit qui ont une gamme d'hôtes un petit peu plus diversifiée. Donc logiquement, en fait, plus on trouve de parasitoïdes sur un site, plus il y a d'autres qui sont présents sur le site. Donc c'est une sorte de proxy de la diversité en invertébrés qu'on va retrouver. Et au-delà de ça, les parasitoïdes, ils fonctionnent un petit peu comme des maladies. Et une maladie, en écologie, elle est généralement, elle intervient dans un milieu seulement quand il y a des populations qui sont suffisantes, et ça va être une autorégulation naturelle des populations à travers l'arrivée de cette maladie. Et les parasitoïdes jouent ce rôle-là. Donc en fait, les retrouver sur la toiture nous permet de supposer que les populations qui sont présentes sont viables et sont suffisamment denses, on va dire,
pour accueillir ces espèces qui viennent les réguler naturellement. Aussi, ces parasitoïdes, ils ont des capacités de dispersion qui sont assez limitées dans le milieu. Et les retrouver sur les toitures, ça sous-entend qu'en fait, la connectivité du milieu entre les toitures et les espaces environnements est suffisante pour eux, pour que, à l'échelle de plusieurs générations, ils puissent se déplacer dans le milieu urbain et coloniser de nouveaux habitats, et donc réguler des populations qui rencontreront dans le milieu qui est pourtant assez inhospitalier. Ici, je vous ai mis deux exemples de parasitoïdes qui ont été rencontrés sur les toitures, avec à gauche la filante apivore, donc, qui est une spécialiste des abeilles, particulièrement les abeilles domestiques, et qui va traquer les abeilles, les paralyser, les emmener dans un terrier, pondre un œuf dessus. La larve va se nourrir de l'abeille pour son développement. Et à côté, les ichneumons, qui sont une énorme famille en fait, qui est encore assez méconnue, et qui sont tous parasites, et qui ont une très large diversité d'hôtes. Donc typiquement, retrouver une grande diversité d'ichneumons sous-entend qu'on a une grande diversité d'invertébrés qui pourront être parasités. Au-delà de la diversité en espèces, on a aussi un paramètre qui est assez intéressant, c'est l'abondance. Et ça vient confirmer un petit peu ce que je disais avec cette histoire de parasitoïdes, de populations qui sont viables, etc. Donc on a une abondance qui n'est pas exacte sur les tuiles rousses, parce qu'on n'a pas cherché à collecter absolument tous les individus d'une toiture. L'objectif n'est pas non plus de décimer les toitures de tous les invertébrés qu'elles ont. Mais ça n'empêche qu'on a quand même des abondances qui nous permettent d'avoir une idée un peu de la proportion des différents ordres et du nombre d'individus qu'ils représentent. Et ça nous permet de dire que les toitures en fait, ne sont pas juste colonisées par quelques invertébrés erratiques qui viendraient par-ci par-là passer dans le milieu, mais qu'il y a bien des populations qui sont installées, qui se reproduisent et qui vivent entièrement sur ces milieux-là. Un petit exemple justement de cette logique. Une punaise du genre Nisius. En fait, on a retrouvé 4 espèces de ce genre sur les toitures. C'est des espèces qui sont toutes liées à des milieux assez chauds, secs, sableux. Et sur certaines toitures, ces punaises, elles arrivaient vraiment à des densités de population qui étaient assez incroyables. On avait vraiment des pullulations de ces punaises sur les toitures. Jusqu'au point en fait, à représenter la quasi-totalité de la biomasse qu'on avait sur la toiture en termes d'invertébrés, c'était ces petites punaises. Donc ça montre bien qu'il y a des espèces qui arrivent à s'approprier les toitures jusqu'à un point où en fait elles en font un milieu de prédilection qui est tellement favorable qu'on a des explosions comme ça de population sur les toitures végétalisées, en particulier sur les toitures extensives pour ce genre. Au-delà d'avoir une image un peu générale des toitures, de la richesse qu'elles ont, de la diversité, etc., ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir différencier les toitures entre elles et de voir quels sont les paramètres de conception qui vont impacter cette diversité. Et pour ça, en fait, si on regarde déjà le nombre d'espèces qui a été retrouvé par toiture pour les invertébrés terrestres, on se rend tout de suite compte que les toitures ne sont pas toutes égales là-dessus et qu'il y a des différences qui sont très marquées. Avec la toiture, par exemple, il y a le moins de diversité qui est située à 20 espèces, alors que celle qui en a le plus à 107. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a des paramètres dans la conception, dans le milieu, qui font que les invertébrés vont être plus ou moins favorisés en fonction des toitures. Pareil, si on regarde les pollinisateurs, on voit que les pollinisateurs aussi suivent un gradient qui est assez marqué en fonction des sites, avec la toiture la moins riche qui a en moyenne un taxon par session de 20 minutes people. Pendant 20 minutes, en gros, on va rencontrer en gros un insecte sur une fleur, donc c'est assez peu, alors que d'autres toitures vont monter jusqu'à 9. Et ici, vous avez la moyenne au niveau du sol, donc là, l'intérêt des sciences participatives pour comparer nos collections faites sur les toits avec ce qui se passe au niveau du sol. Et donc, on a même des toitures qui arrivent à dépasser ce qu'on rencontre au niveau du sol, donc des toitures végétalisées qui attirent plus de pollinisateurs que ce qu'on peut avoir dans les espaces verts urbains en région francilienne. Le paramètre qu'on a particulièrement regardé, c'est la typologie. La typologie parce que, en fait, à travers ce terme, il y a plusieurs paramètres qui sont regroupés dedans, donc avec la profondeur du substrat qui va jouer sur la végétation, qui va jouer sur l'hygrométrie, sur le substrat, etc. Et du coup, c'est un paramètre qui permet d'en regrouper d'autres et qui permet d'avoir une vision un peu large et de juger quelles sont les approches de conception qui sont les plus favorables. Si on regarde pour les invertébrés pollinisateurs et pour les arthropodes, on se rend compte que les typologies extensives sont moins riches en arthropodes terrestres que les typologies qui sont intensives et semi-intensives.
Pareil pour les pollinisateurs. Ici, vous avez le sol, vous avez les toitures dans leur ensemble qui sont significativement moins riches que le sol pollinisateur. Par contre, si on les distingue en fonction de leur typologie, il n'y a plus que les toitures extensives qui sont significativement moins riches que le niveau du sol. Les semi-intensives et intensives sont comparables à ce qu'on trouve au niveau du sol. Au-delà de la richesse en espèces, pareil, si on s'intéresse à l'abondance en insectes pollinisateurs, les toitures dans leur ensemble sont moins abondantes en pollinisateurs que ce qu'on trouve au niveau du sol. Par contre, si on distingue en fonction des types de conception, on a juste les toitures extensives qui ressortent comme étant moins abondantes. Les semi-intensives et intensives sont similaires. On a essayé aussi un peu de s'intéresser à d'autres paramètres sur la composition des populations invertébrées, et on a sorti notamment un indice de rareté des insectes pollinisateurs. En gros, cet indice, on a utilisé la base de données Spipol, la grosse base de données, et on a cherché à classer les espèces par par leur fréquence d'apparition en fait. Donc l'espèce qui apparaît le moins fréquemment, elle est considérée comme rare, celle qui apparaît le plus fréquemment, elle est considérée comme commune. Et donc à partir de ces coefficients, on a regardé sur notre toiture et les espèces qu'on avait, comment est-ce qu'elles se placent par rapport au niveau du sol. Et donc on se rend compte, là encore, que les toitures dans leur ensemble ont des espèces qui sont moins originales que ce qu'on retrouve au niveau du sol. Les toitures extensives, pareil. Par contre, si on regarde les typologies intensives et semi-intensives, on a des espèces qui sont aussi rares, aussi originales que ce qu'on trouve au niveau du sol. Toujours dans cette idée de regarder un petit peu la composition plus que la richesse ou l'abondance, on a essayé de voir si les espèces qu'on retrouvait sur les toitures extensives étaient les mêmes que celles qu'on retrouvait sur les toitures intensives. Donc en fait, on a placé les espèces sur deux axes, et ces espèces sont plus ou moins proches en fonction des fois où elles sont retrouvées avec des espèces similaires. Donc en fait, ça crée des compositions, et après on peut essayer de voir la dissimilarité de ces compositions en fonction de la typologie. Donc en gros, quand on place ensuite les types de conception de toiture sur le graphique, on se rend compte qu'on a les espèces qui sont présentes sur les toitures extensives sont différentes de celles qui sont présentes sur les toitures intensives. Et on a les toitures semi-intensives qui arrivent un petit peu à l'interface entre les deux. Donc ça sous-entend vraiment que le milieu qu'offre une toiture extensive n'est pas comparable à celui qu'offrent les toitures intensives, et on le retrouve à travers les invertébrés qui les colonisent. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Audrey tout à l'heure avec les plantes. On a des milieux qui sont différents, qui n'apportent pas les mêmes conditions, et donc qui n'apportent pas les mêmes cortèges de faune et de flore. Si on doit faire une comparaison un petit peu avec des milieux naturels existants, toujours comme disait Audrey, on a des pelouses un peu sableuses qui pourraient être assimilées aux toitures extensives, alors que les toitures intensives sont plus sur des prairies un peu mésophiles, un peu plus clémentes en termes de conditions que ce qu'on a sur les toitures extensives. Et donc, en fait, l'idée d'avoir une variété dans les typologies, ça permet de maximiser cette diversité, de maximiser les espèces qu'on va retrouver dans le milieu urbain. Et donc, c'est important de conserver ces différentes typologies, mais il faut quand même garder à l'idée qu'on a besoin d'avoir un équilibre entre ces typologies avec, à l'heure actuelle, des toitures extensives qui sont largement favorisées par rapport aux intensives. Et donc, un équilibre serait intéressant en termes là-dessus. En allant un peu plus loin, on a aussi remarqué qu'on pouvait distinguer des espèces qui étaient toiturophiles, d'autres espèces qui étaient toiturophobes, et des espèces qui se situaient un peu entre les deux, qui étaient plutôt généralistes. Alors pour ça, en fait, on a utilisé la base de données CETIA, donc la base de données naturaliste en Ile-de-France, et on a regardé les fréquences d'apparition de différentes espèces dans la base, et on l'a comparé avec d'autres fréquences qu'on avait sur les toits. Et on se rend compte que, par exemple, chez les espèces toiturophiles, en fait, ce sont des espèces qui sont très fréquentes sur les toits. Donc, par exemple, pour le Pelus striglosus, c'est l'araignée la plus fréquente qu'on a sur les toits, alors qu'elle est classée 17e en Ile-de-France en termes de fréquence d'apparition. Pareil pour sa voisine de droite, Ricinia gramica, c'est la deuxième araignée qu'on va retrouver sur les toits. Par contre, elle est classée 29e en Ile-de-France. Du coup, c'est des espèces qui, dans le milieu urbain, de manière générale, ne sont pas si fréquentes que ça. Par contre, sur les toitures, elles sont extrêmement présentes. À côté de ça, donc, autre catégorie, les espèces généralistes, elles sont globalement autant présentes sur les toits que dans le milieu urbain. Donc on les retrouve dans les deux milieux. Et enfin, les espèces qui sont toiturophobes, par exemple la Pisora mirable, Pisora mirabilis, c'est l'araignée la plus fréquemment saisie dans la base de données en France, en Ile-de-France, alors que sur les toits, en fait, elle n'arrive qu'en 25e position. Et ça marche assez bien aussi pour d'autres ordres, si on s'intéresse au CUDES.
pareil, on va avoir des espèces qu'on va pouvoir catégoriser dans ce terme de toiturophile et des espèces qui vont être toiturophobes avec un entre-deux. Chlamydatus evanescens et Pullus, numéro 2, numéro 11 des toits, alors que numéro 96 est même absente de l'Île-de-France pour ce qui est de Pullus. Le gendarme, que vous connaissez tous, lui par contre est en commun partout, même sur les toitures, on le retrouve, c'est une espèce qui est très généraliste, et puis d'autres espèces voilà, qui vont être totalement absentes sur le toit, alors qu'elles sont très fréquentes en milieu urbain. Donc s'intéresser aux écologies des espèces nous permet d'avoir une vision un petit peu plus nette de ce que représentent les toits, et nous permet de dire qu'en fait les toits abritent une faune qui n'est pas habituelle au milieu urbain forcément, et donc qui a tout son intérêt. On a aussi, sur certaines toitures, des originalités, un petit peu à l'image des plantes aussi qui étaient venues d'ailleurs. On a des invertébrés venus d'ailleurs, avec par exemple cette petite guêpe qui passait au Olympus pictus, qui originellement est située dans l'extrême sud-est de la France et qui a été retrouvée dans le 15e arrondissement, sur la toiture d'hôtel Pullman. Alors c'est une toute petite guêpe qui n'a certainement pas pu le faire s'entraîner toute seule, et donc ça pose des questions sur la capacité de dispersion à travers les matériaux qui sont utilisés pour les toitures, et donc comment elles vont permettre aux espèces de se répandre donc en France de manière générale, et comment elles vont utiliser donc, le substrat, la végétation, ou même en l'occurrence pour cette petite guêpe qui en fait parasite des insectes saprochilophages, donc insectes qui vivent dans le bois mort. Peut-être que cette petite guêpe a profité des bois morts qui étaient sur la toiture pour migrer du sud-est de la France jusqu'en plein cœur de Paris. Après, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'elle a été retrouvée plusieurs années de suite, donc ça sous-entend qu'en fait elle se plaît dans ce milieu, qu'elle est adaptée à ce milieu, et que le milieu urbain est en fait un endroit qui lui convient pour son développement. Autre exemple, l'Hélicète carénée, un petit escargot qui particulièrement lié au milieu sec, sableux ou thermophile, et qui normalement est plutôt très lié à la façade ouest du pays. Et ce petit escargot a été retrouvé sur la même toiture Pullman. Donc là, légitimement, on peut imaginer que le substrat ou les plantes ont été des vecteurs assez importants pour cette colonisation, mais ça n'empêche qu'encore, à l'heure actuelle, les populations sont assez importantes, on le retrouve beaucoup sur la toiture, ce petit escargot, et donc il tient dans le temps. Et un dernier mot quand même sur les toitures et ce côté, cette capacité de colonisation qu'a la nature en fait dans le milieu urbain. Parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide, et je pense que les toitures reflètent bien ce principe, avec des toitures qui peuvent être situées à 30 mètres de haut, entourées d'une matrice urbaine extrêmement dense. Et en fait, on se rend compte que, contre toute attente, elles sont quand même très bien colonisées, que ce soit par la flore spontanée, que ce soit par les invertébrés. On a pensé pour les 18 espèces de mollusques quand même qu'on a réussi à retrouver sur les toitures. Alors même s'il y en a qui sont allés par les substrats, il y en a qui ont dû se débrouiller par d'autres moyens. Et du coup, ça veut dire quand même, dans l'environnement urbain, malgré son inhospitalité, même si on met des petits patchworks, des petites oasis d'espaces verts comme ça, elles vont être instantanément en fait, colonisées par une diversité et vont pouvoir du coup jouer leur rôle à leur petite échelle pour favoriser cette biodiversité.